Alors je suis ravie, enchantée, mais vraiment du fond du cœur d'être là avec vous dans cette salle incroyable avec ce panel de folie autour de la question de la guerre comme facilité narrative ou pas. On verra ça tout à l'heure. Je vais les présenter, vous connaissez la musique, donc je présente tout le monde et ensuite on lance la discussion. Donc je commence par le bout du bout, par Hugo. Je suis au bout. Je suis au bout. Alors Hugo, tu es chercheur et historien du droit. Jusque-là ça va. Tu es aussi un des piliers des Utopiales. Tu es là depuis 25 ans, m'as-tu dit tout à l'heure. Oui, ancien président. Tu as été également anthologiste pour Étoile Vive. Tu es habitué de l'écriture collaborative, notamment avec Thomas Hadey et Jean Barret, dont votre dernier travail avec Jean Barret est sorti tout récemment, Le Monde de Julia. Tu es aussi multi-récompensé, notamment pour ton uchronie Tancrède. Tout à fait. C'est une guerre. Et oui. À côté de toi, nous avons Claire, Madame Duvivier pour les intimes. Alors Claire, on s'est déjà rencontrés, donc j'ai l'impression de redire les mêmes choses à chaque fois. Mais tu as fait des études de lettres, tu as été assistante éditoriale. En 2009, avec Estelle Durand, vous fondez toutes les deux les éditions Asphalt, qui est de la fiction contemporaine. Tu es aussi multi-récompensée pour un long voyage et puis pour cette fresque incroyable que vous nous avez offerte avec Guillaume Chamanadjian aux Forges de Vulcain. La Tour de Garde, si vous ne l'avez pas lu, c'est un banger, allez-y. Ouais, c'est un banger. Donc est paru, donc toi tu t'es occupé de la trilogie Capitale du Nord, Guillaume de la Capitale du Sud, et puis c'est une fresque qui s'est terminée l'année dernière, qui a couru de 2021 à 2023. Et cette année, tu nous offres Entrer dans le monde, ton premier roman jeunesse, avec un peu de science-fiction. Beaucoup de science-fiction. À côté, Étienne Chaise. Alors, vous allez avoir le bonheur tout à l'heure de voir ces images apparaître à l'écran. C'est vraiment super beau. Alors, Étienne, tu as fait des études aux Arts Déco de Strasbourg. Oui. Ouais. Et tu es, paraît-il, la légende dit que tu es le master d'Adobe, de la suite Adobe et de Photoshop. Oui, j'ai beaucoup de vieilles biographies qui se concentrent là-dessus et j'essaye de les faire disparaître au fur et à mesure. Et par ailleurs, tu nous as offert, donc, ton premier texte, c'est en 2013, c'était Quasar contre Pulsar. Aussi un travail collaboratif avec Mathieu Lefebvre et Alexis Beauclerc. Ensuite, tu nous as offert Hélios, que tu as écrit seul, en 2016, Boule de feu en 2019 avec Anouk Richard et cette année, Éther. Anouk Ricard. Anouk Ricard. Ouais, pour oui, tout à fait. Ouais. Anouk Richard. Anouk Ricard, pardon. Qui a été récompensée par le prix Bulle de Cristal en 2020. Ah bon ? Peut-être. Oui. Tu es aussi récompensée. Et donc, Éther qui nous raconte ce peuple qui fuit la cité dure qui a été assiégée et qui erre dans les déserts. Résumé hyper colasse. Et puis, à côté de moi, Patrick. Coucou. Alors, comme tu l'as dit à Rennes, à une table ronde à Rennes, tu t'es présenté comme militant et écrivain. Allez. C'est ce que tu as dit. Hein. Tu as fait paraître ton premier texte. Dans cet ordre. Dans cet ordre, militant et écrivain. Oui, j'avais compris qu'il y avait un sens important. Donc, ton premier texte en 2007. Et puis ensuite, tu as été multi-récompensé, toi aussi, mais tous les gens des Utopiales de toute façon. Entre autres avec le prix Verlanger, le prix imaginaire de la 25e heure du Mans, le Grand Prix de l'imaginaire, les 2 premiers tomes du cycle de Sif, qui est ta grande œuvre, qui est publiée au Diable Vauvert, et où on suit Sif, un orphelin vagabond qui se retrouve pris dans des enjeux qui le dépassent. Voilà, résumé pour pas spoiler, parce qu'il faut que vous lisiez ça aussi. C'est dur de ne pas spoiler avec Sif, donc... Ouais, t'as vu. Alors, donc, la question qui nous occupe aujourd'hui, la guerre est-elle une facilité narrative? On en a discuté un petit peu avant. On s'est dit que ce qui intéressait surtout dans cette question, c'était notamment la question de la narration. Je vais te laisser commencer, peut-être Hugo. Si ça t'es le plus loin que moi. Voilà.
Est-ce que ton positionnement par rapport à cette nécessité de raconter une histoire de guerre, comment on raconte, qui fait la guerre? Alors, en te disant ça, je pense évidemment à ton uchronie, mais je te laisse continuer. Eh bien, merci. Alors, est-ce que la guerre est une facilité narrative? En fait, on pourrait dire oui, déjà, pour répondre. Mais c'est une facilité tout court, en fait, la guerre. En fait, en réalité, c'est une facilité culturelle, c'est une facilité politique. Faire la guerre, c'est toujours ce qu'il y a de plus facile. Céder à la violence, c'est ce qui vient en premier. Voilà, si on fait un peu d'anthropologie juridique ou d'anthropologie tout court, la violence, elle est omniprésente. Il y a un bouquin qui est sorti l'année dernière de Bernard Lahire, hein, qui s'appelle « Les structures fondamentales des sociétés humaines ». Bon, méfiez-vous, c'est 954 pages. Donc ne l'achetez peut-être pas tout de suite. C'est dit que la violence, voilà, que la violence est omniprésente et naturelle. Donc ça, après on peut en discuter. Est-ce que la violence est naturellement dans le cœur de l'homme? Mais en tout cas, c'est une facilité d'aller toujours vers sa nature, si c'est ça. Et donc c'est toujours une facilité. Donc pourquoi c'est une facilité narrative? Je vais dire oui, parce que c'est une thématique que nous attendons tous, en réalité, tous. Et donc les lecteurs sont habitués à lire alors soit des récits de guerre historiques, et combien de romans historiques ont été écrits sur les guerres du passé, soit des récits de guerre futures dans la science-fiction, soit de guerres même uchroniques, alternatives, temporelles, enfin, on peut en trouver partout. Mais alors la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi cette fascination pour la guerre? Et pour la science-fiction, de la part d'une littérature qui, a priori, doit nous interroger sur nos représentations, doit nous interroger sur nos facilités de penser, nos impensés, ce que nous n'interrogeons pas, pourquoi la science-fiction, elle est aussi elle-même fascinée par la guerre? Est-ce qu'il n'y a pas un échec finalement de l'imaginaire qui cède à la violence et à la guerre comme toutes les autres branches de la littérature? Et pour répondre directement sur Tancrède, bon évidemment Tancrède parle des croisades, hein, mais l'idée aussi derrière Tancrède, c'était bien évidemment d'interroger cette fascination pour la violence et d'essayer d'en sortir. Donc peut-être pour ne pas être trop simpliste pour commencer, c'est vrai qu'on trouve des guerres partout. Plus de récits de guerre que de récits de paix, on peut l'expliquer de plein de manières différentes. Moi j'ai pris le biais culturel, mais malgré tout dans l'imaginaire de la science-fiction, lorsque la guerre est mise en scène, c'est quand même toujours pour essayer de l'amener jusqu'à son absurdité évidente, pour la décrédibiliser finalement comme solution, pour la critiquer, voilà. Mais après il y a énormément de choses, voilà. Mais peut-être que dans un premier temps, la guerre omniprésente, c'est simplement le reflet de ce que nous représentons comme étant la part de violence dans nos cultures et dans nos échanges. Moi, je sais pas vraiment pour répondre, ce serait plus pour nous donner un cadre, parce que ce sujet, il est génial, il est passionnant, mais il est aussi très vaste. Et moi, ce que je voudrais peut-être vous demander, un peu comme prémisse, c'est est-ce qu'on peut définir la guerre du coup en fait? Parce que de quoi on parle? Parce que du coup, Hugo, je t'écoutais et j'ai l'impression que tu oscillais entre en fait, la violence quelque part, la guerre. Est-ce que c'est la même chose? Pour moi, si on doit définir la guerre, c'est l'organisation par l'institution d'un conflit violent. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on parle de ça ou est-ce qu'en fait on parle d'autre chose? C'est une question là que je... Juste pour compléter, mais tout à fait raison, hein. Bien sûr, moi je l'ai défini de façon très large, mais après par exemple on peut définir la guerre de manière juridique. On peut dire que la guerre c'est un certain type de conflit entre des États avec des institutions, etc. On peut citer par exemple la guerre par Machiavel, la définition de la guerre par Machiavel. Mais effectivement, oui, si on part sur un sujet, déjà que le sujet est large, tu as tout à fait raison. Si en plus on part dans toutes les directions sur la violence, ça peut nous amener... Voilà. Mais après il y a des définitions de la guerre, tout le monde n'a pas la même définition, ça c'est sûr. Moi, je suis assez d'accord pour dire qu'effectivement, la violence est très présente dans les récits, dans énormément de récits de science-fiction. Pas forcément la guerre. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de récits qui peuvent se passer de la guerre proprement dite, même si effectivement, le conflit moteur de la narration peut s'exprimer différemment. Je pense que même il y a en fait énormément, voire la majorité des récits de science-fiction qui se passent sans qu'il y ait forcément une guerre qui a un rôle important. Et je pense que c'est normal, effectivement. Enfin, la façon dont on voit l'histoire, souvent, c'est un peu comme un défilé de dates sur toutes les guerres qu'il y a pu avoir et qui ont pu, pense-t-on, construire telle ou telle entité, que ce soit un peuple, une communauté, une nation, quel que soit le nom qu'on leur donne. Hein. Mais en réalité, finalement, ces entités, est-ce qu'elles ne se construisent pas plutôt dans des temps de paix, des temps d'invention, des temps de création,
plutôt que dans des temps de guerre où, pour le coup, ça peut être le moment où les frontières vont changer, à la rigueur, quoi. Mais peut-être pas les moments où les communautés vont se construire et s'inscrire dans la durée, je pense. Donc, ouais. Je vous lance la balle. Pour ma part, si je reviens au dernier bouquin que j'ai fait, la guerre, je l'ai plus conçu comme un... Je pense un peu là aux quatre cavaliers de l'Apocalypse. C'est un fléau, en fait. Enfin, on peut le concevoir comme un fléau, une sorte de pouvoir extérieur sur lequel on n'a pas de prise. Donc moi, c'est vrai que je m'en suis plus servi comme point de départ, comme ça, pour faire démarrer mes personnages vers la quête d'un ailleurs. En gros, leur ville, elle leur est confisquée ou elle est détruite, on ne sait pas exactement. Et quelques survivants partent comme ça en quête d'un ailleurs, en emportant avec eux la dernière flamme du feu qui brûlait au sommet de leur pyramide. C'est un peu ça le principe. Et ils vont essayer de transporter leur petite flamme à travers tout le décor. Et ouais, moi je l'ai plus conçu comme c'est ça, ouais, une sorte de quelque chose d'un peu inévitable et avec lequel on doit après derrière reconstruire. Mais si on a cette vision, alors pour reconstruire à partir de tout ce que vous avez dit, on a donc cette vision qui est ce contexte dans lequel se légitimise la violence et l'oppression et la domination et tout ça. Et en même temps, on a cette vision de ce peuple qui reste, alors pour toi, ce peuple qui fuit, qui ne veut pas de guerre et qui se retrouve pris dedans parce qu'un jour, comme ça, il y a un peuple qui vient les assiéger. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces communautés-là qui se retrouvent victimes, dommages collatéraux et qui, finalement, quelles histoires on veut? Est-ce qu'on veut l'histoire des soldats qui font les gros plans? Est-ce qu'on veut du Oppenheimer? Ou est-ce qu'on veut ces personnages qui se retrouvent coincés dans ces conflits-là et qui doivent faire résistance et qui doivent reconstruire une vie à côté, en même temps, en dehors? Pour moi, ça dépend en gros de quel discours tu essayes de porter avec ce que tu écris, quoi. Parce qu'en fait, écrire la perspective d'un individu pris dans la guerre, d'un groupe qui fait la guerre, d'un État qui organise la guerre, en fait, et derrière, du coup, quel regard tu vas mettre en place, quel discours tu vas porter là-dessus, c'est hyper variable. Ce qui est, je ne sais pas si on peut dire que quelque chose est souhaitable, mais après, on peut avoir des partis pris. Moi, perso, mes partis pris, c'est d'essayer de représenter. Enfin, il y a clairement de la guerre dans ce que j'écris. Je crois que j'essaye de le représenter de façon aussi réaliste que possible, de la perspective de quelqu'un, de mon narrateur. Parce que je crois que c'est important on fantasme beaucoup la violence, en fait. On esthétise beaucoup la violence. Et moi, on va dire que la manière dont moi je théorise ça, c'est que je crois que, comme on a un peu papoté avant de venir ici, moi il me semble que la manière dont on est dépouillé, nous, de notre capacité à exercer de la violence, sauf à s'engager justement dans une institution qui finalement nous dépossède quelque part, enfin oriente en tout cas cette violence sur des cibles qu'elle a déterminées. Nous, en tant qu'individus, on est dépouillés de notre capacité à exercer de la violence, à nous défendre en fait de cette violence institutionnelle qui est présentée comme quelque chose de légitime et qu'on subit. Ouais, moi je crois que j'essaye pas mal de parler de ça, quoi. Voilà. En fait, pour aller toujours on essaye de préciser le sujet parce que c'est vrai qu'il est extrêmement vaste en fait ce sujet. Ce qu'on pourrait dire en restant sur la science-fiction, hein, puisqu'on est là, voilà, on n'est pas pour parler de la guerre dans l'absolu, mais en restant sur la science-fiction, la beauté du genre science-fiction, c'est qu'elle permet de faire deux choses. D'un côté, on a ce que tu dis, en fait, la fascination pour la violence de la guerre. Et ça donne de la SF qu'on appelle militariste, qui a été quand même très dominante à un moment donné, notamment dans la littérature américaine, avec des auteurs comme Jerry Pournelle, par exemple, ou d'autres encore. Ou alors, on essaye d'aller aux confins de la guerre, jusqu'à l'absurdité absolue de la guerre, c'est-à-dire soit une guerre qui finit jamais,
C'est la guerre éternelle de Joe Haldeman, par exemple. Soit une guerre qui repose entièrement, et là encore c'est Joe Haldeman, sur une incompréhension mutuelle parce qu'il n'y a aucun contact, donc aucune discussion, parce qu'effectivement être en guerre, ça veut dire aussi parfois faire des tentatives de paix. Et donc la paix se comprend pas finalement presque sans la guerre. Et puis d'en montrer l'absurdité, c'est-à-dire d'en montrer le rêve d'un monde sans conflit en fait. Et ça, il n'y a que la science-fiction, je pense, qui ouvre des possibilités qui nous mènent aux confins de la guerre, à des choses complètement absurdes, qui sont pas crédibles, mais qui nous permettent de nous interroger sur ça. Et peut-être ça, c'est alors du coup, ce serait pas une facilité, mais ce serait une des, je sais pas, un des atouts de la science-fiction que de pouvoir faire ça, ce que beaucoup d'autres littératures ne s'autorisent pas à faire. C'est une voie d'exploration finalement pour montrer des civilisations en but l'une à l'autre, qui peuvent pas se comprendre parce qu'on est dans l'altérité absolue. C'est-à-dire c'est pas le pays voisin, c'est pas un pays à l'autre bout de la Terre, c'est quelque chose d'autre à l'autre bout de l'univers. C'est une espèce qu'on peut pas comprendre, avec laquelle on peut pas communiquer. Et oui, effectivement, dans la catégorie montrons l'absurdité de la guerre, c'est sûr que là la science-fiction a un rôle à jouer. Mais en jouant sur cette altérité telle que effectivement la guerre entre ces deux entités devient complètement absurde. Après, voilà, est-ce qu'on est dans une logique justement d'expliquer le monde avec ce type de schéma narratif, ou est-ce qu'au contraire on s'amuse un peu? Est-ce que c'est un jeu intellectuel? Je ne sais pas effectivement si... en tout cas, on sort du champ de la facilité narrative, là, pour le coup. On est même plutôt au centre finalement du but de la narration. J'ai une bonne citation de Truffaut qui parle un peu de ça, qui dit chaque film sur la guerre finit par être un film pour la guerre. Et je crois que ouais, la mise en scène, en fait, n'importe quel vaisseau narratif statue sur, normalise d'une manière ou d'une autre quelque chose. Et du coup, mettre en scène quelque chose, même de manière critique, c'est aussi peut-être participer à normaliser ça. Oui, entretenir la fétichisation qu'on peut avoir par rapport à la guerre. D'où la nécessité d'offrir d'autres types de récits, en fait. C'est quand qu'on parle de la fiction panier, c'est ça? C'est qui a commencé avec la fiction panier déjà? Je ne sais plus qui doit dégainer. Attends, il y a le countdown, là, on arrive. Mais oui, tout à fait. En fait, plus on parle de la guerre, finalement, plus on entretient la fascination pour ça. Et donc il y a une part de responsabilité aussi, à force de faire des récits. Mais il y a quand même des récits qui sortent complètement du lot. Par exemple, je pense à une novella, je crois que c'est une novella d'Ayerdal qui s'appelle Scintillement, où on va tellement au bout de la guerre que finalement la seule façon d'en sortir, c'est l'éradication complète d'un des deux belligérants. Et alors, je ne voudrais pas vous spoiler le récit d'Ayerdal qui est magnifique, mais quand on finit ce récit, donc Scintillement, donc je vous recommande la lecture, on est quand même pas dans la fascination pour la guerre, clairement. On en sort. Alors, il y a quand même quelques nouvelles, souvent c'est des nouvelles, des nouvelles et des novellas extrêmement fortes, qui nous font sortir de cette fascination, même en parlant de la guerre. Mais c'est pas forcément le cas de la majorité de tous les récits. Et malheureusement, moi, je plaide coupable, Tancrède, ça entretient la fascination à la fois et le rejet, mais en même temps on a envie de voir comment les choses vont évoluer de cette guerre qui revient toujours, quoi, qui est presque, il y a toujours cette leçon finale où la guerre va quand même revenir malgré tout ce qu'on a tenté. Étienne, tu veux? Non, j'essayais de faire le lien avec ma propre pratique. Je sais que une des questions que je m'étais posée justement, l'idée de faire intervenir une armée et quelque chose qui chasse des gens de leur ville, c'est venu de lectures que j'ai eues sur un livre qui raconte les croisades vues par les Arabes en fait. C'est un livre de Amin Malouf, je crois. Ouais. Du coup, vu que tu as écrit là-dessus, sûrement que tu l'as aussi lu. Et j'avais été vraiment marqué en fait par la terreur qui est décrite des populations en fait face à l'arrivée progressive des croisés, parce que même en Europe, à mesure qu'ils s'éloignent en fait des grands royaumes chrétiens, ils rencontrent des populations de plus en plus différentes, et même au début, même dans des villes qui sont encore assez chrétiennes, tout ça, ça se passe très très mal, quoi. Il suffit de pas grand chose pour qu'il y ait une altercation, ils s'installent à l'extérieur des villes et puis du coup ils
pendant un moment, ils restent là, ils vivent un peu de l'aide des co-religionnaires, etc. Mais il suffit d'une altercation pour que ça termine un peu en boucherie. Enfin bon, ça dérape très très vite. Et il y a un pillage à Constantinople où ça dégénère comme ça. Et c'est un peu ça qui m'avait... Au début, je voulais presque quelque chose d'assez abstrait pour faire démarrer le récit. J'avais même pensé à l'idée d'une chasse sauvage, l'idée que ça des sortes de fantômes qui tombent sur la ville et qui chassent tout le monde. Mais d'avoir eu ces récits comme ça et aussi d'avoir pu un peu ressentir aussi la terreur des populations. Vous disiez, ça y est, ils sont là, ils sont installés, ça va finir par mal tourner. Ça m'avait vraiment... Enfin, ça m'avait touché et du coup c'est un peu ça qui m'avait motivé à l'intégrer comme base de mon récit, même si après derrière le récit il est plus sur qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus rien, comment est-ce qu'on existe dans une nature qui est indifférente, etc. quoi. Alors, avant qu'on arrive à la fiction panier, parce que je sais qu'on trépigne, et pour rebondir aussi sur ce que tu dis, ça veut dire que et c'est aussi ce dont on parlait ce midi, quand on est confronté à des gens qui sont dépositaires de la violence légitime, de ce privilège finalement de la violence légitime, c'est aussi des gens qui, du coup, ne sont pas soumis aux mêmes règles que nous, parce que nous, on est dépossédés de cette violence, c'est aussi ce dont tu parlais. Et eux, ce sont des gens qui sont là pour utiliser cette violence et qui justifient leur existence à travers ça. Et que donc, finalement, cette violence-là, elle n'a pas d'autre but que de s'exercer aussi arbitrairement que possible. Mais c'est ce que tu racontes aussi sur ces populations arabes qui ont subi l'arrivée des croisés. Et finalement, comment on justifie ces récits-là, comment on les met en scène, quel parti pris on fait, mais je rebondis sur tout ce que vous avez dit tout à l'heure, mais ça veut dire que cette violence-là, pour aussi revenir sur cette idée que quand on parle de guerre, on parle de violence, mais quand on parle de violence, on ne parle pas toujours de guerre, finalement, il y a d'autres guerres qui ne sont pas armées, mais qui sont là, qui sont présentes et qui dépossèdent les gens de leur légitimité à parler parce qu'on leur a dépossédé aussi de ce pouvoir à avoir une parole violente, parce que cette violence-là, elle est en uniforme, quoi. Oui ou pas. Enfin, moi, je pense que clairement, on peut aujourd'hui parler en Occident d'une guerre culturelle, quoi. Clairement, il y a une guerre culturelle en cours là en Occident entre un fascisme galopant, un néofascisme galopant et je sais pas vraiment quoi d'autre, quelque chose qui peine vraisemblablement à émerger. C'est effectivement la question de la légitimité de la parole, elle est hyper présente et sur des sujets spécifiques, comme tu disais. Par exemple sur les questions féministes, voilà, dès qu'une femme s'énerve, elle est hystérique. Voilà. Oui, puis surtout, là, pour rebondir par rapport à l'anecdote que tu disais, mais je pense que ça a du sens par rapport à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, tu as ce qui peut être intéressant narrativement aussi pour nous, auteurs. Quand on parle de guerre, on peut avoir une impression très abstraite de forces en présence qui s'affrontent parce qu'il y a des généraux qui ont décidé, machin. Mais en zoomant un petit peu, ce qui peut être intéressant, c'est justement de voir aussi le point de vue déshumanisé parfois, justement, des gens, des hommes et des femmes qui font la guerre, en fait, des soldats qui justement peuvent se défaire de la discipline pour décider d'aller faire un massacre en passant histoire de s'occuper ou des choses comme ça. Ou pour le coup, là, on sort du côté aseptisé, clean, et vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ça va être une guerre rapide, il y aura zéro problème et tout, non, en fait, finalement, cette déshumanisation, elle est là, elle existe, et on peut virer vers quelque chose de complètement brutal, qui est même, on va dire, contre-productif, avec des gros guillemets, dans le but même de la guerre. Donc là, c'est là qu'effectivement, il y a aussi des questions à se poser d'un point de vue narratif sur qu'est-ce que ça fait aux hommes, en fait, et pas seulement à l'ennemi, et pas seulement à la population civile, mais qu'est-ce que ça fait des combattants, en fait. C'était une question que j'avais essayé d'aborder dans Un long voyage, justement, de savoir comment ça peut transformer des personnes, en fait, de devoir être confronté à ça. En n'étant pas dans l'optique « oh les pauvres » et tout, mais voilà, en se posant la question en tant que romancière, quoi. Ouais. Ce qui me fait penser, en fait, par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, si on veut bannir la guerre, il faut changer de modèle social complètement. Et ça, je ne sais pas si on est capable de le faire. Parce que même dans les utopies les plus célèbres et les plus historiques, il y a toujours la guerre. Même chez Thomas More, les utopiens font la guerre. Campanella, tout le monde fait la guerre. Voilà. Mais l'idée de la guerre, en fait, c'est qu'elle est... Alors, tu parlais de guerre culturelle, mais parce que c'est ça, en fait. L'idée, c'est de rêver la possibilité et peut-être concrétiser une société sans guerre.
Alors ça peut être complètement fou, mais en même temps, c'est revenir en arrière dans le temps sur des siècles et des siècles et des siècles. Parce que cette guerre, par exemple, dont tu disais la guerre en uniforme, etc., on l'a institutionnalisée, c'est-à-dire elle fait partie des moyens d'action de l'État. Donc c'est tant qu'on est dans une logique étatique, l'État, c'est quoi? C'est la contrainte légitime, donc c'est le déclenchement de la violence dite légitime. Pourquoi elle est légitime, cette violence? Parce qu'il y a une constitution qui légitime l'État et qui dit que l'État peut user de la violence pour protéger la population. En fait, elle n'est pas légitime au regard du droit naturel, elle est légitime au regard d'un contexte particulier. Et ce contexte, c'est la société telle qu'elle est, puisque la société, c'est elle qui décide de créer un État ou d'avoir un État ou de ne pas en avoir. Donc peut-être que l'une des choses qu'il faudrait qu'on essaye de faire, et qu'on est déjà en train d'essayer de faire, et ça vaut pour le féminisme, ça vaut pour l'écologie, ça vaut pour tout un tas de choses, c'est de comprendre qu'en fait, on ne peut pas simplement faire des petites réformes. En fait, ce qu'il faut, c'est changer complètement le modèle. Ce qu'il faut, c'est une révolution pour revenir sur les concepts et donc revenir sur le rapport qu'on a à la guerre. Et ça, en fiction, on peut le faire. Dans la réalité, c'est beaucoup plus... et c'est pour ça qu'on est toujours dans la déception et dans c'est plus que l'insatisfaction, dans le dégoût de réaliser que notre lutte contre la violence, elle n'aboutit jamais à des résultats satisfaisants. Jamais. Alors je vais en profiter pour glisser vers la fiction panier. Puisque c'est la fiction qui peut nous sauver, ça a été ensemencé là depuis tout à l'heure, mais si on est dans ces schémas de pensée, ces biais en fait qui nous sont imposés par notre contexte de vie, comment on pense une fiction autrement, sans tomber... Alors j'y pense aussi parce que demain, je suis pas concernée, mais demain il y a une table ronde sur Banks et sur la culture dans Banks, et que, enfin dans l'œuvre de Ian Banks, et que c'est aussi une civilisation qui essaye de s'extraire de la violence, qui est une société qui repose sur l'autogestion, une pensée libertaire, qui fait de son mieux pour gérer les biais que peut avoir ce genre d'utopie, mais de façon très matérialiste finalement. Mais il y a quand même ces voisins qui sont des empires fascistes, proto-fascistes, et qu'il faut gérer ces relations-là. Comment on fait, comment on essaye de déclencher la révolution chez eux sans être trop ingérant. C'est tous les enjeux qu'il y a dans Banks, mais du coup, si on retombe sur cette histoire de narration, de penser autrement, qu'est-ce que la fiction panier? Qui peut l'expliquer pour notre public? Mais oui, en fait, étrangement, en parlant un peu du sujet de la table ronde tous ensemble, évidemment, on est très vite arrivé à dire Ursula Le Guin, en fait, tout simplement. Enfin, pas tout simplement dans le sens voici la réponse à nos problèmes, mais voici un peu le grain à moudre, finalement, et la réflexion vers laquelle on va être amené. C'est, alors, je l'explique très mal, je suis très mauvaise pour les blagues aussi, mais la fiction panier, c'est opposer d'une certaine façon la fiction lance, qui est celle des chasseurs qui vont tuer le mammouth et qui racontent leur histoire à la fin, dire ouais t'as vu machin, il a emplafonné le mammouth, quel bonhomme et tout, génial, lui s'est fait écraser mais il est mort en héros et tout, à la fiction des cueilleurs en fait, qui est fiction panier. Donc le panier c'est ce qui sert à ramasser en fait, qui ont des fictions, donc des personnes qui sont peut-être pas héroïsées, je ne sais pas comment on dit, par la fiction épée, mais qui elles-mêmes ont leurs propres hauts faits, leurs propres intrigues, leurs propres histoires. Voilà, enfin, arrêtez-moi si vraiment ça devient trop délirant, mais effectivement la question c'est comment on peut déjà trouver des dynamiques narratives intéressantes à exploiter dans ce type de fiction, et surtout comment intéresser une partie du lectorat sera peut-être plus intéressée par les fictions lances, les fictions épées, les fictions en plafonnant les mammouths, mais comment on peut faire aussi pour justement proposer d'autres modèles, parce que oui c'est important, et oui je pense que la fiction ça a changé la société, ça la change pas en 5 ans par contre, ça c'est sûr que ça prend beaucoup de fiction et beaucoup de temps, mais ça se fait. Donc je pense qu'on a tous plus ou moins cherché chacun de notre côté des façons de s'y prendre. Moi, pour revenir à Un long voyage, effectivement, c'est plus le côté raconter l'histoire avec un grand H, plutôt du point de vue du simple bureaucrate qui est dans l'ombre des puissants. Donc moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé. Je veux montrer, voilà, être à hauteur d'homme. Qu'est-ce que c'est une vie d'homme finalement, même s'il travaille pour une très grande puissance, pour une chose comme ça, c'est l'amour, la famille, la vie, le travail, les relations qu'il peut avoir au sein du travail, et puis parfois il y a des drames, parce qu'il y a des drames, même dans un monde idéal. Je pense qu'il y a plein d'autres moyens de trouver d'autres narrations que juste la narration qui est dans le conflit interhumain.
Et montrer que c'est possible et montrer qu'on a effectivement des fictions racontées dans ces univers-là, je pense que c'est une des clés justement pour avoir cette fiction transformatrice, si tant est que ça puisse exister. Et en plus, je trouve que dans un long voyage, ça marche. Moi, quand j'ai reçu le mail détaillant le sujet et les personnes qui allaient intervenir, je me suis dit ah ouais, il y a Claire, évidemment, un long voyage, elle va pouvoir dire voilà, moi j'ai écrit un livre sans guerre. Puis après j'ai réfléchi et je me suis dit non, en fait, t'as pas écrit un livre sans guerre. Mais par contre, ce qui reste, c'est pas ça, quoi. Enfin, tu vois, j'ai vraiment dû y réfléchir. Pas vraiment de guerre, parce que je considère que le massacre d'une population civile par une armée, c'est pas une guerre. Je sais que c'est unpopular opinion en ce moment, mais effectivement, il y a une armée qui est présente, il y a une armée qui, elle, est partie pour une guerre en tout cas, et qui ne l'a pas trouvée. Donc c'est un peu l'espèce de petit pas de côté que je faisais par rapport où justement une histoire de fantasy plus classique serait plutôt déroulée sur cette scène violente qui est au milieu du roman. Mais l'idée c'était plutôt de développer ce qui se passait avant, ce qui se passait après, quoi. Et moi je veux bien faire un tout petit peu de méta du coup, parce qu'en fait on tourne un peu autour du pot depuis tout à l'heure aussi, mais on n'a pas vraiment parlé de l'aspect donc en gros la guerre narrativement c'est quoi, et quel lien ça a avec la façon dont on structure nos histoires. Et la façon dont donc ce que Le Guin décrit dans la fiction Panier, c'est le fait qu'on structure nos histoires autour d'un élément perturbateur. Et ça dans n'importe quel, quand on est à l'école et qu'on apprend à alors je sais plus comment ça s'appelle parce que ça fait longtemps que je suis plus à l'école. Dénonciation. Oui, voilà, un exercice d'écriture, tu vois. La rédaction. On t'explique que le schéma d'un texte doit comporter l'élément perturbateur. Et du coup, c'est la guerre, c'est l'uber élément perturbateur. Enfin, c'est l'élément perturbateur par essence. Et du coup, la guerre sert ce rôle-là dans la narration. Et en fait, c'est vraiment une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la narration qui devrait nous amener à interroger le concept de guerre. Et le fait est que... alors je reviens sur mes marottes, mais nous sommes des êtres à histoire. Nous sommes façonnés par les histoires qui nous traversent, notamment ce qu'on appelle ce que Marthe Robert appelle le roman. J'en perds mes mots. Le roman des origines. Donc nos mythes en fait nous traversent, nous façonnent la façon dont on va conceptualiser le monde, la façon dont on va articuler ces concepts entre eux. Et le fait est que ces histoires-là, elles se basent toutes sur cet élément-là perturbateur. Et du coup, c'est très difficile. Alors déjà de l'écrire. D'écrire un récit qui n'est pas ça, mais en fait c'est aussi très difficile de le rendre intéressant, de le diffuser, parce qu'en fait tu peux écrire une histoire où il se passe rien, et voilà, je viens de le dire en fait, c'est une histoire sans guerre, c'est une histoire où il se passe rien, mais en fait non. En fait, il se passe quand même des choses, c'est-à-dire que même dans les récits, alors il n'y a pas effectivement il n'y a pas le méga élément perturbateur qui est la guerre, où les récits commencent par un effondrement ou une explosion, des choses comme ça. Mais justement, même chez Ursula Le Guin, et c'est les auteurs tous ces auteurs et ces autrices qui partent en direction du panier plutôt que de la flèche, il peut y avoir des éléments perturbateurs, simplement ils sont pas de même échelle, hein, mais il peut y avoir, par exemple, je pense dans le solarpunk, par exemple, imaginez une société durable, responsable, sans propriété, qui partage les ressources, qui utilise le vent, le soleil, etc., l'eau. Que se passe-t-il si, par exemple, un matin, la source s'est tarie, l'éolienne sur laquelle tout le monde compte tombe en panne. Donc il y a toujours, c'est ce que Stephen King appelle la situation. La situation, c'est le moment du récit où vous commencez le roman ou la nouvelle, et il se passe quelque chose de désagréable. Et qui va vous faire vous demander, vous lectrices et vous lecteurs, comment ils vont s'en sortir. Et ça, c'est la facilité, c'est la guerre. Ah, ils sont en guerre, tout est détruit, toutes les infrastructures, tout le monde meurt, il y a des épidémies, il y a des exécutions, etc. C'est terrible. Mais on peut aussi, trouver des éléments perturbateurs à des échelles différentes. Et il y a, par exemple, des rebondissements qui ne sont pas de l'ordre de la guerre, malgré tout, et qui rendent les récits intéressants. Sinon, on serait pas là. Si on était condamné à écrire que des récits de guerre, on serait pas là. Mais peut-être que, et je pense à ta réaction
réaction tout à l'heure sur ce que tu disais. Peut-être que le plus important, c'est pas qu'il n'y ait pas de guerre dans le récit. Parce que finalement, quand on veut être un peu aussi en miroir avec les lecteurs et les lectrices, qui vivent dans un monde en crise, enfin là, on est dans un monde en crise avec des guerres partout, hein, évidemment. Si on est trop irénique, trop tourné vers la paix, justement, on peut avoir cette espèce de refus d'y croire. Là. Il n'y a pas de suspension d'incrédulité, on ne veut pas lire. Donc on peut parler de guerre, mais simplement on peut ne pas mettre l'accent sur la guerre. La guerre, elle peut être un décor, un fond, quelque chose qui va ne pas être le sujet du récit, et qui va nous montrer que même dans un monde en guerre, qui est le nôtre, hein, en fait, on est dans un monde en guerre, au pluriel, hein, eh bien, il reste de l'espoir, il reste des possibilités de changer la société, de changer les choses, etc. Et c'est ça que nous montre Ursula Le Guin, je pense. Et cette fiction panier, ce modèle-là, c'est pas du tout un hasard, à mon sens, si elle revient aujourd'hui. Parce que, voilà, tout à l'heure, on disait que moi, ça fait 25 ans que je suis là, mais Ursula Le Guin, on la connaît depuis très longtemps. Mais malgré tout, il n'y avait pas autant de rééditions, il n'y avait pas autant de conférences, il n'y avait pas autant de thématiques de tables rondes partout dans les festivals en France et sur Ursula Le Guin. Et aujourd'hui, elle est redevenue peut-être cette autrice majeure, fondamentale, que les passionnés de science-fiction connaissent, mais que le grand public ne connaissait pas. Et si elle revient comme ça, c'est probablement parce qu'il y a un besoin de ça. Et donc j'y vois plutôt un bon signe, c'est-à-dire que Ursula Le Guin va enfanter toutes les futures Ursula Le Guin qui sont en train de naître parce qu'elles ont lu Ursula Le Guin, et que c'est d'abord ça qui compte en fait. Et donc moi je suis plutôt quand même s'il y a encore des récits avec des guerres, à la fin on aura plus des récits autour de l'approche de Ursula, plutôt que des récits autour de l'approche de la vieille SF militariste de grands papas américains. C'est là à quel point on mesure que le temps de la fiction, c'est vraiment un temps long finalement, entre les inspirations, les reprises, les retours. Non, j'essaie de faire le lien avec ma propre pratique. Enfin, je vois bien, mais comment dire attends, j'ai du mal à organiser mes idées. Pour t'aider dans Ether, il y a alors la guerre, c'est le point de départ, mais finalement, ce qui tient l'histoire, ce qui tient la narration, c'est l'errance des personnages. Ils ont un objectif, trouver l'herbe plus verte ailleurs. Et finalement, ce que tu nous proposes, c'est ces planches merveilleuses, qui sont. Est-ce qu'on les voit? Est-ce que la régie, vous voulez bien les mettre? Parce que c'est trop beau, il faut que les gens y voient. Mais du coup, oui, nous, ce qu'on suit, c'est... Merci. Alors là, c'est la guerre. Mais quand Un peu plus loin. Merci. Mais du coup, oui, nous, on est là et on voit ces paysages immenses qui sont très beaux, et puis ces petits personnages qui fuient la guerre, mais qui du coup cherchent... Je me pose la question justement de si j'étais du côté de la fiction lance ou de la fiction panier. Après, je me rends compte que c'est un récit finalement déjà qui est pluriel, c'est-à-dire il n'y a pas de héros et c'est plus une cohorte. En fait, ils sont tous anonymes, on arrive à les reconnaître en fait, les personnages sont tout petits, le livre est grand et les personnages font genre 2 cm. Ce qui fait qu'on peut les reconnaître parce qu'ils sont tous habillés différemment et les reconnaître au fil du temps parce que le temps passe et ils grandissent, leurs enfants grandissent, il y a des enfants qui naissent, il y en a qui meurent, donc on peut réussir à comprendre leur structure familiale, mais tout ça c'est pas dit, en fait c'est juste au niveau de l'observation et de l'attention du lecteur que ça va apparaître. Et il y a la tension finalement, elle existe entre eux et l'environnement qu'ils traversent, avec ce truc que moi j'arrive pas à m'en détacher, de me dire que l'environnement, la nature c'est un concept en fait qu'on décalque sur ce qu'il y a autour de nous, qui est déjà humain. En fait, la nature en elle-même, elle n'existe pas. Elle l'est, mais elle fait pas vraiment attention à nous. Et c'est un peu ce qui motive mon récit. Et donc, ils sont pas vraiment en guerre avec le paysage, même s'ils doivent lutter pour pouvoir traverser. Je le conçois pas vraiment comme une guerre. Il y avait plus une sorte de résilience comme ça et de fragilité qui apparaît par la
la confrontation en fait, mais c'est pas une confrontation au sens de compétition ou de, il n'y a pas vraiment de vainqueur en fait. C'est un peu peut-être une. Moi, en fait, si je raconte ça, c'est parce que j'avais fait un livre un peu avant avec une cohorte aussi comme ça, et j'avais été touché en fait moi-même par les personnages et aussi le retour des lecteurs qui me disaient qu'ils étaient touchés par leur fragilité, et j'avais envie que ce récit il soit encore plus autour de cette fragilité du petit nombre d'êtres humains avec leurs petites bougies qui peuvent s'éteindre à tout moment, qu'ils essaient de faire avancer vers un endroit où ils espèrent peut-être pouvoir trouver une vie meilleure. Et donc c'est une autre vision du conflit. Je ne sais pas si je me situe dans la lance ou dans le panier, mais c'est un conflit comme ça qui est de l'ordre de presque un peu métaphysique, ou enfin c'est quoi la nature de l'être humain, pourquoi on vit, pourquoi est-ce qu'on essaye de survivre, qu'est-ce qui fait qu'on tient ensemble, voilà, je sais pas. Claire, c'est le moment où tu lances la tierce fiction, non? Moi, juste parce que du coup, en découvrant les images, j'aime beaucoup ce paradoxe d'avoir un récit qui est vraiment centré sur l'humain, puisque du fait qu'on peut les suivre, qu'on peut les voir évoluer, alors qu'effectivement, on n'est pas en gros plan sur eux, où effectivement on les voit perdus dans le paysage, qu'il soit naturel ou que ce soit des villes. Et ouais, j'aime beaucoup ce paradoxe-là, et je trouve ça vraiment super. Alors je ne sais pas du coup si je vais réussir à caser notre super concept qu'on a élaboré 5 minutes avant le début de la table ronde. Oui, on s'était dit qu'effectivement pour répondre à la fiction lance, Ursula Le Guin avait créé la fiction panier. On était prêt à créer une 3e voie en fait, donc on s'est beaucoup interrogé sur la façon dont on allait l'appeler, parce que c'est quand même ça le plus important. Et on a hésité entre permafiction, la fiction en marche, ah non. non, on avait dit la tierce fiction, je crois, donc la tierce fiction ou la tiers fiction. Voilà, qui arriverait un peu à l'équilibre entre la lance et le panier, ou alors un panier porté par une lance, ou alors un panier posé sur la lance, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça peut... Non, mais c'est vrai qu'on peut toujours imaginer de nouvelles façons d'écrire de la fiction. C'est ça qui est rassurant quand même aussi. Hein. C'est même si on rend hommage à la fiction panier et à toutes ces variables, toutes ces variantes, on peut aller, voilà. Alors la tiers fiction, c'était la troisième étape, mais en fait c'est la 10e, la 50e, on ne sait pas. Mais l'idée de réutiliser la lance pour porter le panier, j'adore. Je vois très bien le personnage, ton petit personnage, tu vois, avec une lance après le conflit, après la guerre, qui porte le panier. Et puis juste un clin d'œil, parce que alors j'ai honte, hein, moi je connaissais pas ton travail, hein, donc je le découvre, donc j'ai vraiment honte, voilà. Mais ça me fait penser beaucoup à la peinture à la fin du XVIIIe siècle. Il y a plusieurs peintres qui vont faire ce genre de travail et ce genre d'explication que tu donnes aussi, c'est-à-dire ils vont mettre en scène des tout petits personnages dans des représentations immenses, soit dans le naturel, soit dans des ruines. Et notamment, il y a un peintre qui s'appelle Hubert Robert, qui est plus connu du tout. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous le connaissez pas. Moi, c'est juste parce qu'en histoire du droit, je l'ai utilisé à un moment donné pour montrer à mes étudiants ce que je voulais leur dire. Et souvent, une image est plus utile qu'un long discours. Et l'idée d'Hubert Robert, c'est ça. C'est exactement toi. C'est-à-dire, il y a des ruines de civilisations qui s'effondrent, en l'occurrence la monarchie au XVIIIe siècle qui va s'effondrer, qui est en crise, etc. Il y a des grands paysages naturels avec des grandes forces naturelles qui s'expriment. Et dans ça, soit dans les ruines cyclopéennes, soit dans les tempêtes extraordinaires, il y a des tout petits personnages, des cohortes qui avancent malgré tout, malgré leur fragilité, voilà. Et souvent, par exemple, dans les peintures d'Hubert Robert, c'est des gens du peuple. C'est des paysans, des ouvriers, des lavandières, etc., qui sont là, et alors qui côtoient un immense obélisque, par exemple, ou la ruine d'un palais royal, hein, et puis qui l'habitent, qui l'investissent, et qui, eux, restent, hein, alors que les grandes idées, les grandes puissances politiques, et finalement les grands guerriers, sont morts. Et c'est un message très positif, et je pense que ton travail fait complètement écho à ça. Hubert Robert, voilà. Ouais, je vais le noter. Et donc mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire aussi que quand on a besoin de quelque chose, il revient toujours en fait. C'est ça qui est beau, c'est que les sources d'inspiration de la fiction, elles sont jamais linéaires.
C'est pas le passé, c'est le passé et ça reviendra jamais. Et on est condamné à inventer de nouvelles choses. En fait, il y a des choses, des idées, des attitudes. Là, c'est Ursula Le Guin qui revient. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent revenir, qui sont pas toujours autour de la guerre. Et c'est ça aussi la richesse de l'imaginaire. Mais j'ai la conviction que ça revient quand on en a besoin. Et là, c'est le cas. Alors juste, parce qu'il va falloir qu'on laisse le public s'exprimer, mais j'ai une petite question. Du coup, je réfléchis à tout ça, et puis ta métaphore du chêne et du roseau, et ces petits personnages qui sont des petits prolos, en fait. Est-ce que finalement, la fiction, c'est pas... La fiction de la guerre, c'est pas la fiction de la lutte des classes. Dans le sens où, je m'explique, on choisit... Les héros qu'on se choisit dans la fiction... C'est dans ces fictions dont on hérite, hein, c'est des personnages qui viennent de la haute. C'est ceux qui sont protégés par ceux qui sont en uniforme et qui ont la force légitime, la violence légitime. Finalement, quand on décide de décaler, de se dire, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le vagabond orphelin, c'est ces peuples qui fuient, c'est le petit bureaucrate. Finalement, c'est la fiction de la lutte des classes, c'est la fiction, en tout cas, qui émerge de cette lutte. Parce que le personnage principal, c'est nous. C'est pas le roi, c'est pas le seigneur, c'est pas le général, le truc, le machin. Ça rejoint ce que Claire disait de la fiction panier. Et du coup, un des concepts vraiment centraux de ça, c'est la figure du héros. Et oui, je pense qu'il faut pour moi, c'est le point d'accroche, il est là. Il faut qu'on arrive à défaire le héros dans ce qu'il est narrativement, et puis du coup dans ce qu'il nous inspire dans nos façons d'être et dans notre rapport au monde. Il faut qu'on arrive à basculer vers quelque chose d'autre, vers quelque chose peut-être de moins individuel, de plus collectif. C'est une piste. Merci. C'est à vous. Voilà, on a fait le boulot, maintenant c'est à vous. Oui, je vois des petites mains qui se lèvent là, mais je vois rien avec la lumière bleue. Oui, merci. Vous êtes nombreux. Oui. Bonjour. Vous êtes où? Là. Je vois pas. Où ça? Ah oui. Bonjour. Merci pour cette conférence. Déjà, c'était super intéressant et je suis d'accord avec beaucoup de choses. Et enfin, moi, je connais pas du tout. Je suis un peu curieuse du sujet. Je me demandais si vous voyez une différence, parce qu'on parlait de guerre en science-fiction. Si pour vous, il y a une différence entre la guerre en science-fiction, la guerre en fantasy, la guerre en fantastique, parce qu'en fait, c'est pas du tout spécifique à la science-fiction, c'est dans tous les genres de l'imaginaire. Et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre ces différents types de guerre, à part sur les technologies et sur le côté futuriste, et quels sont les enjeux et qu'est-ce qui change? Et aussi, vous avez parlé beaucoup d'Ursula Le Guin, et moi j'ai lu La main gauche de la nuit, où il y a un peuple du coup qui ne connaît pas la guerre, où le personnage principal est incapable de traduire le mot parce que ça n'existe pas dans leur langue, ils font pas la guerre. Et du coup, je voulais savoir si du coup ça c'était de la fiction panier, et si vous aviez un avis sur cette œuvre. Voilà. Ouais, juste pour la première partie, je vois pas. Enfin, j'ai un peu du mal à saisir les différences entre la science-fiction, la fantasy et le fantastique. Pour moi, c'est kiff kiff bourrico. Enfin, c'est la littérature de l'imaginaire. Donc, en fait, je vois pas de différence, de spécificité. Voilà, c'est de la narration. Donc, voilà. Il y en a un qui fait piou-piou et un qui fait cling-cling. Ouais. Voilà. Et l'autre qui fait wouh, c'est le bruit du fantôme, ça. Enfin, je le fais très mal, mais. Bon, je vais me relancer dans le bruitage, du coup. Et pour La main gauche de la nuit, oui, en l'occurrence, oui, je pense qu'on peut dire que c'est de la fiction panier. Après, voilà, je suis pas une. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est pas de la fiction. Ça. Enfin, alors, je me souviens plus du nom de ce peuple. Je me demande s'ils sont pas les Mentawai. Oui, mais elle était anthropologue de toute façon, donc elle partait en fait de peuples existants. Exactement. Il y a des peuples qui n'ont pas de mots pour dire guerre. Et ouais, je crois que c'est les Mentawai. Alors, je n'ai pas le nom du peuple, mais en tout cas, l'idée de ne pas avoir de mots pour dire guerre, ça, c'est une idée fondamentale et essentielle, et qu'on trouve dans l'histoire de l'humanité. Ce qui veut dire aussi que quand on crée des mots, quand on insiste sur des mots, quand on donne des, voilà, tout à l'heure, violence et guerre, par exemple, effectivement, déjà, ça fait exister la chose, ça fait exister l'objet, ça le rend pensable, etc. Et donc, c'est un combat. Tu parlais de combat, de guerre culturelle. Là, on a une guerre terminologique. C'est quels mots employons-nous?
pour parler de nous, pour parler de la société. Et pour ça que la science-fiction, l'imaginaire en général, la fantaisie aussi, aime les néologismes, aime créer des mots, abandonner des mots ou modifier le sens de certains mots. C'est parce qu'on joue vraiment sur ça. C'est-à-dire qu'on pense en mots, donc si on n'a pas de mots pour la guerre, on ne peut pas la penser. Alors après, la question c'est, est-ce qu'en ne la pensant pas, elle n'existe pas ? Ou est-ce qu'on n'est pas capable de la modifier ? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, dans La main gauche de la nuit, c'est tout à fait remarquable, cette idée-là, bien sûr. Quelqu'un d'autre ? Ils sont où les micros ? Ils sont où les micros ? Je ne vois pas. Il a. Oui, merci beaucoup pour vos échanges très riches. La question que je me posais, elle est un peu double. Est-ce que si la guerre est une facilité narrative, c'est parce qu'elle n'est pas de manière absolument indissociable, à la fois repoussante, parce qu'on soit bien ce qu'elle produit, et source, comme vous le disiez tout à l'heure, d'esthétisme, de récit héroïque, et ça de manière complètement imbriquée. Et je me posais la question notamment par rapport au discours parfois ambigu qu'on a pu avoir sur une œuvre comme Étoile garde à vous de Robert Heinlein. Et à titre personnel, ça m'intéressait de savoir si vous la rangez vraiment dans les récits militaristes de la science-fiction américaine des années 50. Vous avez 4 heures ? Moi, je vais vous répondre très rapidement. Non, j'ai passé des années à travailler sur Robert Heinlein, notamment avec Éric Pichol pour un essai. Il est très évident qu'il n'y a pas de fascination militariste pour la guerre dans Étoile garde à vous, dans Starship Troopers, mais au contraire une dénonciation en fait de ce qu'est la guerre et de ce qu'elle représente notamment à l'échelle du soldat, c'est-à-dire à l'échelle du prolétaire dans la hiérarchie militaire en fait. Donc c'est un récit sur la guerre, mais c'est un récit beaucoup plus de dénonciation qui a souvent d'ailleurs mal été compris pendant très longtemps et notamment en France, et qu'on a essayé avec Éric justement de réexpliquer ou en tout cas de remettre en perspective par rapport à l'époque. Il ne faut jamais confondre le récit et l'auteur aussi et les personnages, enfin voilà, c'est très complexe, mais en tout cas pour moi ça fait partie des récits de dénonciation clairement. Et juste une dernière chose, cette idée d'inéluctabilité de la guerre, on la retrouve dans l'anthropologie. Alors certes une anthropologie souvent écrite par des hommes, même s'il y a beaucoup d'anthropologues féminins aussi et d'anthropologues, d'autrices d'anthropologie, mais c'est vrai qu'il y a souvent cette idée qui revient, je citais Bernard Lahire au début, cette idée que c'est inéluctablement la violence qui prend la forme de la guerre revient. J'avais une question. Vous avez parlé donc de fiction épée, fiction panier, et ensuite donc de tierce fiction. Est-ce que le cycle de Sif ne s'inscrirait pas là-dedans ? Est-ce que tu peux répéter ta question ? Alors, ma question était, on a parlé donc de fiction épée, de fiction panier, puis de tierce fiction qui serait un peu la sortie. Est-ce que finalement le cycle de Sif ne s'inscrirait pas là-dedans ? Parce qu'il serait que la guerre est montrée, mais d'une manière très particulière, avec un personnage assez complexe. Dans la tierce fiction, là, la fiction centriste inventée par Claire, ouais. Là, oui, voilà. Ouais. Mais je sais pas. Eh ben, je sais pas. Je crois que moi, je parle surtout du conflit en fait. Enfin, en fait, quand la guerre elle est mise en scène dans le cycle de Sif, elle est montrée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire en gros la résultante d'un processus politique où parce que la société est organisée comme elle est organisée, des gens vont aller chez d'autres gens toper des ressources ou appuyer des vieilles, voilà, reconquérir quelque chose qui avait été perdu, etc. Et effectivement, oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que la guerre est dénoncée par le personnage, clairement. Sif est un personnage antimilitariste et c'est sa contradiction, c'est un guerrier. C'est-à-dire qu'il... mais ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure sur l'appropriation de la violence, c'est-à-dire qu'il considère que la violence peut être un outil, mais que cet outil peut poser problème, pose problème de fait quand elle est institutionnalisée. Et il va de soi que c'est pas un hasard si Sif pense ça, puisque c'est aussi ce que je pense. Je pense que c'est peut-être une réflexion plus large sur le problème de l'institutionnalisation d'une manière générale, quoi. De quelle façon l'institution par essence va nous infantiliser
en nous retirant notre capacité à agir, agentivité. Et du coup, non, je m'en tiens là, mais ouais, je pense qu'effectivement, on est dans une espèce de, peut-être de troisième voie, enfin de réflexion. Enfin, c'est une réflexion ambiguë en tout cas. Quelqu'un d'autre? Ils sont les micros. Oui. Excusez-moi. Donc, est-ce que la guerre serait pas quelque chose d'inhérent aussi aux grandes sociétés, là où on a justement beaucoup de différences et également un certain côté impersonnel, où on a des très grand nombre de personnes. Et est-ce que la paix serait pas accessible uniquement dans ce cas-là dans des sortes de villages-sociétés, des sociétés-villages donc avec des petits groupes de personnes, ou dans une sorte de dictature qui viendrait gommer entièrement les problèmes, un petit peu comme la tempête de Barjavel, où on vient supprimer la violence? Ouais, alors juste la référence sur la tempête, ouais, très très bien, mais je ne crois pas que c'est la taille de la société qui change quoi que ce soit à l'existence de la guerre. Si on prend la guerre comme la guerre entre les États, bah, la réponse est oui. Du coup, je vous donne raison. Mais c'est une certaine façon de voir la guerre, très occidentale, très histoire des États-nations européens, quoi, en gros. Hein. Mais si on prend la guerre comme conflit utilisant la violence pour écraser l'autre, les petites sociétés sont toujours en guerre, en permanence. Tout à l'heure, on parlait des croisades vues par les Arabes de Amin Malouf, et c'est vrai, et le bouquin est fabuleux, il est magnifique, où on voit la consternation des tribus arabes et de ces musulmans qui voient arriver les croisés, qui sont des brutes finalement, qui viennent tout détruire. Mais il faut quand même rappeler, et Amin Malouf le rappelle, que ces sociétés très localisées étaient en guerre permanente. Et en fait, la guerre entre les différentes entités au Proche-Orient va rencontrer la guerre avec les croisés, et elles vont se potentialiser l'une l'autre. Donc non, et par exemple dans le solarpunk, hein, c'est tout le problème, c'est que c'est très beau de penser et de rêver à des petites sociétés durables, économes, responsables et qui vont partager les ressources, mais très rapidement, il va y avoir des conflits. Alors ça prendra peut-être pas le nom de guerre, parce que nous on associe toujours la guerre à l'institutionnalisation, mais c'est quand même toujours, il n'y a pas de rempart à la violence, et une petite société peut être extrêmement violente aussi. Et c'est tout le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui on est tellement accoutumé aux États qu'on en veut à mort à l'État, parce que l'État n'a pas fait son job, il n'a pas fait son travail de nous protéger, et donc il nous reste que de l'État la vision négative, c'est-à-dire la vision de celui qui utilise la violence au nom de l'institution pour nous l'imposer. Mais en réalité, si on a créé des États à un moment donné, c'est parce qu'il y avait d'autres formes de violence extrêmement dures et qu'on essayait de les réduire. Donc malheureusement, déclarer la violence hors la loi, ça ne suffit jamais à l'arrêter. Merci. Est-ce que je peux rebondir, parce qu'il se trouve que la tempête, je connais bien. Et la tempête, en fait, le problème de Barjavel, c'est que les hommes font la guerre et les femmes sont magiques et règlent le problème. Et du coup, bon, on a vite fait le tour, quoi. Et les sociétés sans guerre dans Barjavel, c'est juste, oui, bah alors il y a 4 mecs de l'ONU qui se mettent d'accord, et puis on envoie toutes les bombes dans l'espace, et puis il y a un gars qui a un peu les nerfs, et qui se dit, non, en fait, on va tout renvoyer sur Terre, mais c'est pas grave, il y a Judith, et on l'aime, et pour elle, on déplacera des montagnes. Bon, Barjavel, il a mal vieilli. On dirait qu'il a mal vieilli. Pardon. Et on a la place pour une petite question. Et alors une vraie question, pas une remarque, ou alors une chorégraphie. Mais pas... Ou un bruitage. Je suis pour la chorégraphie. Oui, c'est Katie Stewart qui a dit, moi j'en ai marre des questions qui sont pas des questions, des remarques, du coup faites-moi une chorégraphie. Alors, donc c'est une invitation, faites une chorégraphie. Allez-y. Ou une petite question. Une choré. Du coup... non, j'ai pas essayé de faire un petit pas de danse non plus. J'avais juste une question, vu qu'on parle des classes. Est-ce que vous avez des exemples de schémas inverses? Parce qu'on parle toujours effectivement des riches qui décident pour tout le monde. Est-ce que vous avez des exemples où justement c'est le bas peuple entre guillemets qui déciderait quels riches ils vont envoyer à la guerre se battre à leur place? On les envoie au McDo. La question est bonne. C'est le technicien. La question est très bonne.
Moi, ça m'évoque la richesse, c'est jamais qu'une arme en fait. Du coup, à une époque, tu vas avoir le pouvoir parce que tu es capable de soulever le plus gros gourdin pour enfoncer la tête du voisin. À une autre, c'est parce que tu as le droit divin et une épée. Et puis maintenant, à notre époque, c'est parce que tu es multimilliardaire, quoi. Mais fondamentalement, c'est être plus riche, enfin très et obscènement riche, c'est détenir le pouvoir, un pouvoir absolu. Donc à partir de là, c'est difficile de penser le rapport à l'envers. Et on va devoir s'arrêter là parce qu'il est l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.